Monsieur, très heureux de vous retrouver comme chaque mardi pour vous souhaiter un bonjour d'Algérie mais de Constantine, avec un programme qui va être un peu varié. On va parler d'abord du bienfait et surtout de la baraka qu'il y a dans ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Nous sommes en pleine période de pèlerinage et nos pèlerins sont déjà partis, les premiers. Et bien sûr, on va parler non pas seulement du pèlerinage, mais de ceux qui restent et qui n'ont pas la chance d'aller au pèlerinage, et bien ce qu'ils doivent, comment se comporter, notamment à l'approche de l'Aïd al-Adha. On en parlera avec Cheikh Riyad Merir, qui est déjà là sur le plateau. Après, nous allons parler de quelques maladies qui est, surtout une maladie, on n'a pas l'habitude dans le Bonjour d'Algérie d'en parler, c'est l'arthrose. Et l'arthrose, vous savez, elle touche un peu les articulations et c'est très douloureux. Alors le docteur Sirouti Karim viendra nous en parler, il est orthopédiste. Ensuite, on terminera en littérature avec un livre qui a été écrit par Toufiq Hadna, qui parle un peu de Sétif, de son histoire, des vieux quartiers, mais surtout du 8 mai 45, qui viendra nous présenter son roman, qui est une fiction, mais inspirée de la réalité. C'est le programme de ce Bonjour d'Algérie qui va commencer par une petite balade aérienne. On aime bien garder les bonnes habitudes en vous souhaitant bien sûr un très bon petit déjeuner. زحزحي الحجب فقلبي غاب في ظلمة ذنبي زحزحي الحجب فقلبي غاب في ظلمة ذنبي نظرة في العمر حسبي تجعل الميت حيا نظرة في العمر حسبي تجعل الميت حيا كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا كنت في Voilà, belle balade sur cette très belle chanson. On va bien sûr parler de l'Aïd al-Adha, du premier jour de l'Hijjah. Je crois que, cher, vous me disiez aujourd'hui, c'est l'Yom Ru'yat al-Hilal. C'est aujourd'hui que l'on va déterminer quel jour exactement nous allons jeûner. Marhaba bik, Cheikh Riyad. Merci d'être là d'abord. Alors, les derniers jours de Dhul Qa'dah et les premiers jours de Dhul Hijjah, surtout les 10 premiers jours, c'est des jours sacrés. Ouais.
نو في سورة الفجر عدمهم ربي وليال عشر. Je ne me suis pas trompé. Oui, bien Ça sûr. va. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الخير خويا اسماعيل. صلاة تبارك وتعالى أن تكونوا بألف خير، كل إن شاء الله الأمة الإسلامية والجزائر خاصة. نحن الحج أشهر معلومات. عندما نقول الحج أشهر معلومات قد يستغرب الإنسان، يقول كيفاش الحج؟ Pourquoi أشهر؟ وهو مش شهر شهر. واحد. إيه. الحج أشهر معلومات لأن الحج انطلاقة الحج تكون بعد رمضان. يعني الأشهر نتاع الحج هما شوال، ذو القعدة، وذو الحجة. Ça veut dire que نقدروا نحجوا في شوال؟ لا نبدأ بداية الحج تبدأ من شوال. يعني ندخل مثلا بالتمتع، يمكنني أن أدخل بالتمتع، ندير عمرة التمتع ونبقى ماكث في مكة المكرمة إلى غاية ما يوصل يوم الترويات من ذو الحجة. الله يبارك. فلهذا نقول الحج أشهر معلومات. شوال بعد يعني بعد رمضان، ثم ذو القعدة، ثم ذو الحجة. هذه الأشهر اللي هو 70 يوم ابوبخي، سي 70 جور. أن الإنسان يحضر نفسه ويمكنه أن يدخل بالتمتع، يدخل يتمتع، يعني يبدأ يروح أولا عمرة، يدخل العمرة لبيك اللهم لبيك عمرة، يدخل يدير العمرة تاعو، ثم بعد ذلك يمكث في مكة المكرمة طوال هذه الأيام إلى غاية يوم 8 من ذي الحجة، الله يبارك، وهو يوم التروية. فلهذا قال ربنا سبحانه، لأن عندما نقرأ ونقول الحج أشهر معلومات قد يختلط عند كثير من الناس وش هو الأشهر هذه. هو شهر واحد على الأشهر، لأن الأشهر هي بعد رمضان، ثم ذو القعدة، ثم ذو الحجة. Parce qu'il porte le nom de Dhul Hijjah, donc nous, bon, dans le peu de choses que nous savons, c'est Dhul Hijjah, c'est le mois du pèlerinage, et c'est pour ça que les gens se préparent, parce que c'est un événement. Il faut dire que le Hajj, c'est un des piliers de l'islam qui est recommandé, mais نرجع شوية للماضي. تفضل. إذا كان يمكن نرجع شوية للماضي، احنا نشتي الحنين إلى الماضي. كانوا بكري والدينا يقولون لنا أن الناس كانت تذهب بعد رمضان إلى الحج. كانوا ينطلقوا بعد رمضان، إنهم كانوا يقدسوا، يذهبون إلى القدس أولا. حج قدس. نعم، يقدسوا أولا، ثم بعد ذلك ينزلون. ولهذا عندنا واحد الارتباط وثيق جدا بالقدس. يعني الناس يعني يستغربوا، يقول الجزائريين علاش عندنا، لأن نحن من قديم الزمان، وعندنا حتى حارة في القدس وهي حارة الجزائريين. نعم، يعني أن من قديم الزمان وإحنا عندنا رابطة قوية تربطنا بتلك البقعة المقدسة، وهي ثالث الحرمين، وهي الأقصى. فلهذا كان الانطلاقة من الحج، كان يعني آباؤنا الكرام وأجدادنا كانوا قبل ذلك كانوا يروحوا، يعني عندما شوية تحضرت الأمور، عندما كانوا يروحوا برباطو، عندما كانوا يروحوا باروت بكري. لكن قبل ذلك بقديم كانوا يذهبون بسنة. أنا كانت الوالد نتاعي كانوا يقولون أنهم عندما يعني يذهبون إلى الحج كانوا يروحوا بعام قبل، بسنة كاملة. لأن كانوا les moyens de transport n'étaient pas aussi développés. نعم، كانوا يمشون على الأقدام. يعني تقص علي الوالدة. يعني هذه c'est une spécificité algérienne، هذه الزيارة إلى التقديس. نعم، كانت خاصة إلا بالجزائريين، يعني كانت رابطة قوية جدا، يعني من قديم الزمن. Ça explique la relation que l'on a تاريخية. فهي علاقة تاريخية اسماعيل. يعني فلهذا كثير من الناس يعني قد يستغربون، احنا عندما نتلاقوا بخواتنا من دول أخرى عربية يقول لك لماذا هذا الأشارنمون نتاع جزائريين دائما؟ نقول لهم هذا من قديم الزمان. حتى قال كان آباؤنا وأجدادنا يقول اللي ما قدسش ما حزش. يعني يربطون ذلك. حتى كانوا فاشتروا الأملاك هناك وهناك، حتى يقال أن ما يسمى عندهم بحائط المبكى هو من ضمن ورث الجزائريين. نعم، فلهذا هذا العلاقة. فلهذا يعني حبينا نربطه في قضية أشهر الحج هي أشهر الثلاث بعد رمضان، ثم بعد ذلك يأتي يعني ذو القعدة، ثم ذو الحجة. خاصية ذو الحجة اسماعيل هي خاصية عظيمة. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام، في حديث صحيح رواه الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله العمل فيهن من 10 ذي الحجة. يعني يقصد ما من أيام أعظم العمل أحب إلى الله من العمل فيهن من هذه الأيام، يقصد 10 ذي الحجة.
قالوا ما كانش أيام فيها العمل مليح ويقبل ربي سبحانه وتعالى ويزداد أضعاف الحسنات مثل هذه الأيام. كانوا الصحابة مريحين، قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ يعني يحبوا يشوفوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ يقيسوا ils ont posé une question. C'est vrai quelle est وكان la الصحابة valeur يحبون القياس. يعني لما قال لهم ما كانش يوم وما كانش أعظم عند الله تبارك وتعالى من هذه الأيام، قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. إلا الشخص اللي يخرج في سبيل الله، يعني جهد في سبيل الله بالمال نتاعو بالنفس وما رجع بوالو. عندما نقول هذه الأيام أحب إلى الله من العمل فيهن يعني من سائر الأيام، نقصد ما هو العمل إسماعيل؟ ما المقصود بالعمل هنا؟ كل الأعمال يعني بازيكمون يعني sur la base هكا si je comprends bon je vais essayer peut-être باش نفهم je vais essayer ça veut pas dire que c'est juste mais نقول مادام العمل المليح ça veut dire aider son prochain الأولى parce que aider les autres je crois que c'est من الأعمال الصالحة اللي مطلوبة. نعم. تزكي الصيام. نعم. مزيد كاش ما بالكش نسيت حاجه. الصلاة. نعم. فلهذا يعني اي عمل من الاعمال التي يقوم بها الانسان في هذه الايام تتضاعف فيها الحسنات. فالانسان يعني حتى نروح لك بعيد، ما تلقى الناس في القهوه تقول لهم السلام عليكم تدي اجر، في العشر تزيد الاجر. عندما تلقى انسان تبتسم في وجهه يزيدك اجرا. عندما تخفض الجناح بالرحمة عند زيارة الوالدين يزيدك أجرا. يعني أعلم أنه عندما يجيو في وسائل الإعلام ويقول لك بأنه رؤية الهلال وأن يوم غد هو أول من أيام ذي الحجة، يشمر الإنسان يزيد في كل حتى الأشياء التي كان يعملها يزيدها. ومن خاصية هذه الأيام اسماعيل هو أنها تجتمع فيها كل العبادات. تجتمع فيها كل العبادات، فيها الصلاة، فيها الزكاة، فيها الصدقة، وزيادة على ذلك فيها الصيام، صيام 10 ذي الحجة وصيام عرفة لمن لم يكن حاجا، صيام وفيها أعظم عبادة في هذه الأيام هي النحر، أن ينحر الإنسان في سبيل الله. يعني أن الإنسان، فلهذا عظمة هذه الأيام هي عظمة. نبينا صلى الله عليه وسلم ما رؤي يعني عابدا يعني متقربا من الله تبارك وتعالى محبا يعني للخير محبا مثل هذه الأيام. فمن خاصية هذه الأيام اسمعي، نحن عندنا في المذهب المالكي أن يمكننا أن نصوم 8 أيام الأولى من ذي الحجة أو 7 أيام، لأن احنا عندنا في المالكية يكره صيام 8 و9 للحاج. il faut expliquer للحاج اللي راهو يحج حتى ولو يقول أنا نقدر نستطيع، نقولوا لا احنا مكروه عندنا في المالكية يكره صيام 8. لماذا اليوم 8؟ لأن اليوم 8 هو اليوم الذي يستعد فيه الحاج، هو يوم التروية، هو اليوم اللي يكونوا فيه الحجاج تاعنا في ليزوتيل تاعهم في مكة المكرمة يغتسلوا ويتجردوا من المخيط والمحيط ويلبسون الإحرام ويصلون ركعتين ويرفعون أيديهم لبيك اللهم لبيك حجا اللهم يسرها لنا وتقبلها منا. وذاك اليوم فيه مشقة لأنهم ينزلون إلى منى. فلهذا الإنسان مش كيشوف روحه يقول أنا نقدر نصوم، لا، فيه كراهية، لأن عندك عبادة تنتظرك، لازم تكون قوي، لازم تكون يعني يعني فورا فورنير، يعني كاين جهد لازم تبذلو. سي بور سا واحد لازم يحافظ على نفسه، المسلم لازم يحافظ ديجا على صحته. فلهذا يكره صيام هذه اليوم 8 و9 للحاج. أما لغير الحاج فيستحب للإنسان أن يصوم طوال 10 أيام من ذي الحجة ما عدا يوم النحر. لأن احنا لبنا يوم العيد يحرم فيه الصيام. فنبينا صلى الله عليه وسلم قال في قضية صيام يوم عرفة، قال أحتسب على الله أنه يكفر سنة قبله وسنة بعده. يعني أن الإنسان عندما يصوم يوم عرفة ربي سبحانه وتعالى يغفر له ما مضى سنة من حياته وما سوف يكون في عام قابل إن شاء الله.
والعام طويل. والعام طويل وما أعظمه من أعماله. فلهذا الإنسان يجتهد في العبادة، يجتهد في القرب من الله تبارك وتعالى، يجتهد أنه لا تكون يكفيها. أنا ديما نقول اسماعيل، حتى بعض الناس يقول لك ما هي خاصية الأيام، يعني أنه يكفيها أن لا تكون مثلها من الأيام الأخرى. يعني سي الي ديفيرون، سي دي جور ما لازمش تمر عليك هذه الايام كما مرت عليك الايام الاخرى. يعني لازم نعطيها هذا الطعم، نعطيها اون سبيسيفيتي، يعني نعطيها واحد البعد، بعد روحاني، بعد تعبدي، بعد في فعل الخير، يعني في فعل يعني في فعل الطيبات الحسنات، يعني في التقرب من الله تبارك وتعالى. ما يزيدها ايضا كذلك هو الذكر، التسبيح، التهليل، الله أكبر الله أكبر. هذه الأيام هي أيام تهليل وتكبير وتحميد. يوم عرفة عنده هو يوم عظيم عن إسماعيل، يوم يعني ينزل فيه ربنا سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا. يعني هذا اليوم هو يوم عظيم. فلهذا من خاصية أيام ذي الحجة إسماعيل هو أننا نجعلها غيرها من الأيام، يعني يكفي هذا لك. Nous on fait la différence déjà. ما نكونفونديو، c'est pas une journée, c'est pas 10 jours comme les autres. Comme les autres, oui. ماهمش كيف. Donc il faudrait leur donner والحاجه اللي ماهيش نعطيوها حقها. حتى الامام ابن تيميه لما سئل، شوف سبحان الله، شوف الناس لما سئل الامام ابن تيميه ما هي الافضل، هل العشر الاواخر من رمضان ام العشر الاولى ذو الحجه؟ قال العشر الاولى ذو الحجه افضل من 10 ايام الاواخر من رمضان. بورتون قلنا وانت قلت لنا في هذا البلاطو كنا نجبدوا لي بالليل العشر الاواخر تاع رمضان راهم من اعظم الايام، وفيهم عتق من النار. كاين سامحني يا اسماعيل، كاين ان جدمو. هو الجدمو وين؟ هو انه العشر الاواخر، ليالي العشر الاواخر ما كانش خير منها. نتحدث عن الأيام هي العشر الأولى من ذي الحجة أحسن من العشر الأواخر من رمضان. أما ليالي العشر الأواخر من رمضان هي أحسن من ليالي العشر الأولى من ذي الحجة. يعني فهمتني تقريبا؟ فهمت أبوبخي كومون سا بو ديفيسيل. فلهذا العشر الأواخر من رمضان تقاس بلياليها لا تقاس بنهارها. نعم، ولكن أيام ذي الحجة تقاس بنهارها. فلهذا ابن تيمية قال أيام ذو الحجة هي أعظم من أيام من 10 الأواخر من رمضان. نحن هنا نتحدث عن الأيام، لا نتحدث على الليالي. لكن عندما نقول أن ليالي 10 يعني الأواخر من رمضان أحسن من فيهم ليلة خير من 1000 شهر. دونك يعني نحن نتحدث هنا عن الأيام، لا نتحدث عليها. وحبيت نكمل أنه كاين أن جدمو في قضية الأيام والليالي. فلهذا وفيها أعظم يعني الذي يزيدها عظمة هو يوم عرفة. وما أدراك ما يوم عرفة؟ هو يوم العتق من النار. هو يوم ينزل فيه ربنا سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا: هل من مستغفر فأغفر له، هل من عائد فأستقبله. يعني هذا اليوم الذي فيه ربنا سبحانه وتعالى يذكر الملائكة بيوم من الأيام. شو هذا اليوم اسماعيل؟ هو اليوم الذي خلق فيه ربنا سبحانه وتعالى آدم عليه السلام. يوم عرفة. لا يذكر الملائكة، يذكرهم باليوم الذي خلق فيه آدم عليه السلام. ماذا قال له الملائكة؟ اشفى مليح: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. عندما يأتي عرفة يقول الملائكة: اشهدوا ملائكتي، هؤلاء الذين قلتون عنهم أنهم سوف يفسدون في الأرض جاءوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج لا يدعون شيئا إلا رحمة الله تبارك وتعالى. كأن ربي سبحانه وتعالى يباهي بنا ملائكته. هم اللي قلت عليهم باللي أنهم سوف يفسدون في الأرض، هم جاءوني بلباس واحد، في مقام واحد، في صعيد واحد، لا يدعون بشيء إلا بالمغفرة والجنة والعتق من النار. هذا يوم عظيم اسماعيل. هذا يوم كأن ربنا سبحانه وتعالى يقول: ها هم اشهدوا في آخر يوم، في عشية يوم عرفة، عندما يتأهب الحجاج إلى النزول إلى مزدلفة، يحبوا يهبطوا، فربنا سبحانه وتعالى يقول: ملائكتي اشهدوا أني قد غفرت لهم.
فأي عظمة هذه. ما كانش. فلهذا يعني من الجميل اسماعيل أننا لما قلت في الكلام الأول تاعك يعني في التقديم قلت ماذا يكون لغير الحاج وش يدير في هذه الأيام؟ وي باسكو n'a pas tous la chance d'y aller. نعيش بروحانية الحاج. نبينا صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يضحي، الإنسان اللي راح يضحي ماذا يفعل يا رسول الله؟ قال لا يقلم أظفاره، ما يقلمش الظفار تاعو عند بداية العشر الأولى من ذي الحجة إلى نهايتها، ما يقلمش الأظافر ولا يقص شعره، ما يحلفش، يعني اتباعا لمن يولي يشبه للمحرم الذي أحرم، لأن المحرم هذاك ما يلبش يعني ما يقش ضوافره، يعني من مبطلات الإحرام قص الأظافر نعم. فلهذا نحن نقتدي بحجاج بيت الله الحرام في هذه الأيام، يعني نعيش معهم. إذا كان ربي سبحانه وتعالى لم يكرمنا بحج بيت الله الحرام، لماذا لا نعيش ما يعيشه حجاج بيت الله الحرام ونحن في ديارنا في أرضنا؟ فلهذا الإنسان أنه لا يمكننا أن تمر علينا نعيش يعني spiritualité نتاع لو مومون. Ça veut pas dire que bon, moi je n'ai pas la chance d'aller الحج العام هذا، ça ne m'empêche pas de me comporter comme مثل الحجاج. D'abord dans le comportement, dans la prière, dans le dhikr, في الزكاة، في كل شيء، mais aussi في اللبسة. Bon ben, on essaie un peu de se rapprocher du pèlerin et d'être comme lui. وهذا ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، أن نعيش مع الحاج يعني في العبادات، في القرب من الله تبارك وتعالى. ما يفعله الحاج نفعله عن هنا، إلا أننا لا نلبسوش الإحرام. مع أنه يذكر جاء في بعض الكتب اسماعيل أن بعض التابعين كانوا يلبسون الإحرام في ديارهم. كان حتى ولو يعني بعض التابعين يقال أنهم كانوا يلبسوا المناشف وهو مش حاج، في يوم عرفة يلبس المناشف ويخرج وهو في بلدته، يعني يعيش مع الحاج كأنه حاج. يعني هذا من قربه من الله تبارك وتعالى، من يعني لأن هذه الأيام لا يمكننا اسماعيل، لا يمكن يعني on peut pas laisser passer هذه الأيام دون أن comme ça هكا، يعني c'est pas gratuit. J'ai compris que c'est des journées spéciales. Oui. مع الله تبارك وتعالى. C'est normal. Et donc tout ce que l'on fait comme bienfait، يعني شيء اللي نديرو خير ولا نتقربوا به لربي، il est amplifié bien sûr خاصة في العشر الأوائل يعني من ذي الحجة. فلا يمكن للإنسان، فلهذا دائما كي ذكرتني قبل قلت لي أنه قلت لنا في رمضان نعاود نقولها مرة أخرى، كأننا راح يعدي الإنسان بنوازيس دائما. toujours on fait la halte تاعنا عند الوازيس. هذا الوازيس هي العشر، احنا قلنا في رمضان ستة نوازيس، إنسان عام كامل وهو كذا يلحق الوازيس يريح، يعني ينهل من هذه البركات. كذلك العشر من ذي الحجة نتوقف عندها، لأن احنا اون اون دو شارجي، احنا البطارية تاعنا هذه اللي لأن الإيمان اسمعي، لأن الإيمان يزيد وينقص. هذه نعرفوها، لازم نعرفوها، كل إنسان لازم يعرفها، بأن الإيمان يزيد وينقص. تقول لي بماذا يزيد وبماذا ينقص؟ ينقص ينقص بالمعصية. ينقص عندما الإنسان، لأن احنا باللمم، بالنظرة، بالغمزة، باللمزة، دي فوا بالسكوت، بالسكوت بلا ما تهضر، يعني ينقص الإيمان ويزداد بالطاعة. كلما زاد الإنسان في طاعة الله تبارك وتعالى كلما زاد إيمانه. لأننا احنا لازمنا اون كاراباس معين، احنا لأن الإنسان باش يعيش في هذه الدنيا لازم يكون عنده كل حاجز، أن يكون عنده اون كاراباس. الكاراباس هي الإيمان، لأن سوف يلاقي في طريقه يلقى الإنسان المش مليح، يلقى الإنسان لو ميشون، يلقى الإنسان اللي هذاك الإنسان الشرير، يلقى الإنسان هذاك اللي الغضبان، هذاك الإنسان اللي يكرهك جراتويتمون. تلقى أمثال هؤلاء الذين يضعهم الشيطان في طريقك. لازم يكون عندك هذاك البوكلي هو الإيمان pour se protéger. بماذا هذا البوكلي إلى بزوان داتر renouvelé أو régénéré. Oui, c'est le mot exact. régénérer باش بالعبادات، بالوقوف عند هذه الزوازيس هذو الذي جعلهم ربنا سبحانه وتعالى، هذا المراحل التي جعلها في حياتنا أننا نقف عندها نعاود نعبي
نعبي الإيمانيات، نقول بأن هذه الدنيا ما هي إلا ممر، هذه الدنيا ما هي إلا أنها سوف نمر ونلتقي عند الله تبارك الله تخلص. فعندما نعمر نولي نقول أنا لماذا، يعني علاش أتخاصم من أجل شيء تافه، أو أغضب من أجل إنسان حاجة تافهة، أو لماذا لا يعني علاش لا أعبد الله تبارك وتعالى. فنعاود je me mets en cause، يعني je me mets en cause، je me remets en cause، je me remets en cause، نقول لماذا لا أفعل كذا، لماذا. وهذا il faut s'interroger، نقعد مع روحي، يعني simplement وأنا on أحب هذه reste الكلمة avec soi-même et on se pose des questions. Moi je voudrais aussi poser des questions. Bon, كاين العبادات المعروفة سي l'habituel سي الصلاة الزكاة، هذو المفروضين علينا، مي كيل سون لي زوتر، ما هم انواع العبادات الاخرى اللي بلاح نديروها في الشهر هذا ولا ساير الايام. faire du bien et le bien dans toute sa dimension. oui. حتى ولو هو النبي صلى الله عليه وسلم قالنا ولو في كبد رطب أجر. شو الكذب يعني كبد رطب؟ قطة، كلب أكرمك الله، حوتة حتى في الأكواريوم تروح تشري لها الماكلة وتعطيها تاكل. سي لو بيان. زهرة تغرس شجرة، هذا لأن الإنسان شوف النبي صلى الله عليه وسلم وش قال؟ قال إذا يعني في معنى الحديث قال إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة، فسيلة هي أنطرون ضربر أو شجرة، فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها. تقول تسمعينها وراح نموتوا أو يوم القيامة خلصت الدنيا وش تزيد تغرس فيها. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، شوف البعد الذي أعطاه النبي. قال لك راح تقوم يوم القيامة، راح تقوم وشفت الناس وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها. يعني الإنسان لا يتوقف أثر جبيان. اسمعين، نزل القمامة من الطريق، نلقى عود، الإنسان هز عود من الطريق دخل به الجنة. هنا عندما نشوف في بعض الأشياء اسمعين نرى أن الناس عندما ماذا أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم في أشخاص دخلوا الجنة. دخلت امرأة الجنة في كلب، دخلت امرأة النار في هرة حبستها. سبحان الله العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن امرأة تفعل الخير ولكنها تؤذي الناس بحديثها وتؤذي الناس بكلامها قال هي في النار. وتحدثوا عن امرأة هي قليلة في عبادتها ولكن كلامها جميل قال هي في الجنة. عبك النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا واحد لي فلاش، لكن نحن ديما نبعدوا، دائما نهربوا منهم. يكون طيف وسغابروشي. بل احنا دائما أننا نحب أن تكون علاقتنا كأنما العبادة هي أنا عندي صلاة نؤديها وكفى بذلك. سي با سوفيزون. ولهذا دائما سي با سوفيزون. سي با سوفيزون. وثاني أنه دائما نشكو من أمر اسماعيل اللي وهو أن نقول لماذا لا نجد نفس الأشخاص الذين نجدهم في المساجد نجدهم خارج المسجد. وي. هذا سؤال دائما أطرحه، كأننا نشكو من un dédoublement de personnalité. Ah oui, tu dis peut-être il y a deux autres personnes, c'est pas le même comportement. لأننا حطينا بأن العبادة إلا في المسجد وفي الصلاة، وهذا خطأ. العبادة هي في السجادة، هذا خطأ. نعم، هذا نوع من العبادة، هذا ركن من أركان العبادة، لأن العبادة شيء آخر. وأعطانا النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا أمثلة كثيرة ولكن لا نقرأها كثيرا. ابتسامة في وجه أخيك صدقة. C'est vrai que ça paraît simple. Je vais sourire نربح فيك حسنة. Mais est-ce que ça apporte à l'autre en termes de الفرحة هذه التي يلقاها؟ صب من دلوك في دلو أخيك صدقة. يعني عندك دلو تاع الماء، تصب منه في دلو أخيك لك صدقة. تقول لي يا شيخ ما كانش درك الدلو، ما كانش. تسكن في البطيمة أغلق الحنفية باش تطلع لجارك عندك صدقة. C'est le bon comportement, c'est le voisinage. Et là, c'est vrai que le voisinage, il est très important. نعم. قد ما ندير شو سبحان الله العظيم. عندما ندير لومبانا ونشعلها في البيت، أنا عندما الناس نشعلها في الصباح أو نشعلها في الليل باش يجي هابط جاري في الضوء، صدقة. لماذا لا نلتفت إلى مثل هذه الأمور؟ نضع أن العبادة هي مجرد صلاة، ركوع، تسبيح. لا، هناك عبادات أخرى أهملناها، وهو هذا ما جعل أننا عندنا كلي عندي دوبلومون دو بيرسوناليتي. فأنني تلقاني نصلي أحافظ على الصلوات، ولكن عندما نروح إلى المكان الذي أتاجر فيه
حاجة أخرى. والله نروح للعمل برك. العمل تاعي ايه لا اعمل يعني كما امرني ربنا سبحانه وتعالى، نزرطي ندير، ما نخدمش لي زر تاعي قد نحط مثلا نروح تاجر نحط السلعه المليحه من قدام والرديئه يعني من لورا، اكذب نغش ندير ونقول لا اني نروح نصلي. ولا خدمتي ما نديرهاش مليح، نعم، ونقول راني قاعد نصلي، هذا لا يكفي. لا يكفي. فلهذا العباده ليست، العباده هي مجموله، حتى ولهذا قلت كلمه faire du bien. faire du bien لكل الناس. اخفض الابتسامه، القي السلام، خلي المكان الانسان الكبير، نعاون اللي مريض. المريض هذا مكان، هذا مكان. احنا كنا بكري اسماعيل، انا نزيد كلمه برك. نعم يا جد، تفضل. كنا بكري اسماعيل انا والوالد عندما نوصلوا ربي يرحمه الباب القنطره، عندما نوصلوا احنا كنا نجيو من سيدي مبروك في طريق هذيك الغابه، وانا صغير جدا نوصلوا باب القنطره، نحبسوا عند واحد الخضار ما نسميوش اسمه، يشري الوالد. فكان الشباب يتهافتون على شكون اللي يهز القفه نتاعو باش نطلعوا لا فورسيولي. صعيبه الطلعه هذيك، صعيبه بزاف. فكان الشباب، انا كنت صغير جدا، انا اذكر شباب كانوا يعني يكبرونني والله يسمعين، يتقابدوا شكون الذي ياخذ هذاك القفه من عند الحاج باش يطلعوا به الطلعه لا فورسيولي باش نوصلوا حتى القنطره تاع حشوش. شوف يعني كيف كانت امور بسيطه جدا. كانت امور كنا ندخل البيوت بعضنا، نفرحوا ببعضنا، ما تلقاش الماكله تدخل في اي. هذا هو الاسلام، اسمعني، تاكل في الديار بكل. وهذا هو الذي جمعنا، وهذا هو الذي جعل قوتنا، قوه الجزائريين، قوه الشعب الجزائري في السنوات الماضيه كانت في لحمتنا، في اللحمه، في الاخاء، في التآخي، في التحابب. كنا ما نحسوش بالفوارق، حتى ولا كانت هناك فوارق اجتماعيه بيننا. كنا في انسر كارتي كاين اون ديفيرونس يعني سوسيال، لكن كنا لا نحس بها. واحد ما يحس. عمرنا ما حسينا، عمرنا ما قلنا فلان اغنى وفلان افقر وفلان عنده وفلان ما كان. لماذا؟ لان والدينا علمونا حقيقه عباده الله تبارك وتعالى. هي الحقيقه، حقيقه العباده هي في التحابب، في التآخي، في التراحم، في التزاور. هذه هو الهدف، لهذا faire du bien. Je crois que c'est هذا هو le slogan تاعنا، c'est faire du bien, parce que bon, on va récapituler, on arrive à la fin de cette première partie d'émission. Si on récapitule, donc faire du bien sur les 10 jours هادو اللي بقاو، mais aussi essayer de continuer toute l'année. Pourquoi c'est pas interdit؟ هذا دائما نقولها انا وياك اسماعيل، لماذا لا نكمل حياتنا على نفس المنوال؟ فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الصحابي قال له يا رسول الله، يعني نحسب روحي كلي منافق، عندما كنعود معك نعود كانما هي، وعندما قال له لا، قال له على بالك كان تبقى على نفس المنوال لصافحتك الملائكه في الطرقات، ولكن ساعه بساعه. احنا نحب نقولوا ساعه بساعه، ما نقولوش ساعه ب10 سوايع. لا ساعه بساعه، ساعه بساعه. يبدل واحد يبدل، وبي surtout ne pas oublier que le repentir واحد يولي لربي، c'est toujours, les portes sont toujours ouvertes, les portes de la miséricorde، باب الرحمه مفتوحه. الحمد لله رب العالمين. شيخ رياض، ميرسي بوكو. لا ديسكسيون معك حلوه مي واقيلا نكملوها مي اورونتال ان شاء الله. Merci beaucoup Cheikh Riyad de nous avoir éclairé sur bien sûr le bon comportement du musulman, surtout que probablement demain ou après-demain va commencer le mois du pèlerinage Shahr Dhul Hijjah. On va juste écouter un peu de Medh du Issawa Ahmed Ben Khellaf, puis pour accueillir le docteur Serouti qui viendra lui nous parler de l'arthrose. صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام، صلاة تنجينا من كل البلاء وتبعد عنا جميع الظلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام، صلاة تنجينا من كل البلاء وتبعد عنا جميع الظلام. اللهم صل على المصطفى نبينا
شفيعنا محمد عليه السلام صلاة تنجينا من كل البلاء وتدفع عنا جميع السقام. اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام صلاة تنجينا من كل البلاء وتدفع عنا جميع السقام. اللهم صل على المصطفى شفيعنا محمد عليه السلام صلاة تهدينا طريق الوفاء وتبسط لنا جميع النعم. اللهم صل على المصطفى شفيعنا محمد عليه السلام صلاة تهدينا طريق الوفاء وتبسط لنا جميع النعم. يا فتاح وافتح بابك للي توسلوا بحبابك. يا فتاح وافتح بابك يلي توسلوا بحبابك. انت الفتاح تفتح بابك للي توجهوا بحبابك. يا فتاح وافتح بابك للي توجهوا بحبابك. انت الفتاح تفتح بابك للي تمسكوا بحبالك. انت الفتاح تفتح بابك للي تمسكوا بحبابك. قصدنا بابا يقصد إله العرش مولانا بجاه النبي محمد. يا ربي لا تخيبنا قصدنا بابا يقصد إله العرش مولانا بجاه النبي محمد. يا ربي لا تخيبنا قصدنا بابا يقصد إله العرش يسترنا بجاه النبي وصحابه. يا ربي لا تخيبنا قصدنا بابا يقصد إله العرش يسترنا بجاه النبي وصحابه. يا ربي لا تخيبنا قصدنا بابا يقصد إله العرش يرحمنا بجاه النبي سيد أحمد. يا ربي لا تعذبنا قصدنا بابا يقصد إله العرش يرحمنا بجاه النبي سيد أحمد. يا ربي لا تعذبنا يا ربي لا تعذبنا يا ربي لا تعذبنا يا ربي لا تعذبنا. Très belle chanson de Ahmed Ben Khelaf et c'était à l'occasion du Moulid Nabawi il y a quelques années déjà, mais une très belle émission. Voilà, j'ai l'honneur de recevoir le docteur Karim Selouti qui est orthopédiste. Marhaba bik. On parlait, je dis, c'est la première fois qu'on reçoit un orthopédiste, mais il faut bien une première fois. Voilà. Et surtout que c'est vrai qu'on a pris un peu l'habitude de se laisser aller, surtout par rapport à une maladie qui sévit et qui touche pratiquement toutes les personnes et qui n'épargne personne, ni grands et petits, c'est bien sûr l'arthrose. Et quand on dit arthrose, c'est très vague. C'est très vaste, ouais. C'est ça alors. Alors, d'abord, c'est quoi exactement l'arthrose, docteur Karim Selouti? L'arthrose, c'est une pathologie dégénérative, c'est-à-dire liée à l'usure, qui touche les articulations. Ça touche toutes les articulations du corps. En priorité, et l'articulation la plus touchée, c'est le genou. Vient ensuite la hanche, la colonne vertébrale et les petites articulations de la main. Ça, c'est les articulations par ordre de fréquence. L'arthrose, elle touche... Les genoux, je crois que c'est expliqué parce que tout le poids du corps est supporté par ces deux articulations. Mais pourquoi pas les chevilles? Pourquoi les genoux? Ça peut être touché.
Ça peut toucher, mais en général, c'est les genoux qui sont... Statistiquement, c'est les genoux qui sont le plus touchés. Dans le monde, il y a à peu près 1 demi-milliard de personnes qui ont de l'arthrose. Sur les 1 demi-milliard, sur 7, sur les 1 demi-milliard, il y a à peu près 300 millions de genoux. Quand même. Le genou est le plus touché. C'est le genou le plus touché. Alors, quand est-ce que... Bon, c'est dégénératif, ça veut dire que c'est dû à l'usure, dû à l'âge. Il y a deux grosses pathologies, deux grosses causes. Il y a la cause dégénérative, c'est lié à l'âge. Le poids, c'est l'évolution de la vie. Il y a de l'hérédité dedans, il y a du génétique, c'est-à-dire on se transmet la maladie. Et il y a une pathologie, ce qu'on appelle la pathologie primaire, primitive. C'est-à-dire la cause, c'est lié à l'usure. D'accord. Et ensuite, il y a l'arthrose secondaire. Elle est secondaire à quelque chose. Suite à une fracture, une entorse, un sportif qui utilise excessivement son articulation, les maladies, les polyarthrite rhumatoïde, la goutte, c'est-à-dire tout ce quand on ne fait pas attention aux soins à sa santé, ça se répercute avec l'âge. Alors quand est-ce qu'on commence? Est-ce que c'est quand on ressent les douleurs que l'on a une arthrose, ou comment on se rend compte qu'on a une arthrose? On se rend compte que l'arthrose, c'est une pathologie mécanique, c'est-à-dire liée à l'effort, au mouvement. Donc le premier signe, c'est la douleur. D'accord. Le deuxième signe, c'est ce qu'on appelle le déruage matinal, c'est-à-dire quand on se réveille le matin, le premier geste, c'est dur, c'est rouillé. C'est rouillé et puis ça craque un peu. Ça craque un petit peu. Les os craquent. Est-ce qu'on doit s'inquiéter quand ça craque? Bon, pas trop, mais... Pas trop, mais on doit s'inquiéter. Mais normalement, dans la journée, c'est-à-dire dans la demi-heure qui suit, ça s'améliore. D'accord. Ça passe. Il y a l'épanchement, les gonflements des articulations. D'accord. Il y a la difficulté à marcher. D'accord. Il y a une gêne. Chez nous, ça se répercute souvent sur la prière. Oui. Souvent, les gens n'arrivent plus à faire les génuflexions, ou surtout la prosternation, qui devient de plus en plus difficile avec l'âge, d'où l'on voit, bien sûr, beaucoup de gens, à partir d'un certain âge, ils utilisent la chaise pour faire la prière. Mais docteur, bon, là, on a compris que c'est un peu le facteur de l'âge, l'usure, l'utilisation perpétuelle Mais comment prévenir tout ça? Est-ce qu'on peut prévenir ou retarder cette maladie? Prévenir, oui, c'est un processus qui commence jeune. Hein. C'est-à-dire manger sainement, pas d'excédent, pas d'excès. Alors manger sainement, parce que la relation avec les os, c'est le poids. Le poids. C'est surtout pour éviter le surpoids. Pour la surcharge pondérale, le diabète peut donner de l'arthrose. D'accord. Donc c'est un cercle vicieux, tout se suit. C'est-à-dire si on mange sainement, c'est-à-dire à des heures fixes, correctes, manger correctement de façon équilibrée, avoir une activité sportive modérée, hein, pas celle des professionnels, eux, ils finissent toujours par avoir des problèmes d'arthrose. Parce qu'en fin de carrière... C'est la surutilisation, je pense. Parce que surtout, les sportifs, surtout le football, il y a le contact, les volleyeurs qui font trop de sauts à force. Les basketteurs. Les basketteurs, c'est aussi... Donc c'est vrai d'une manière professionnelle, si on utilise trop les articulations, comme toute mécanique, à la longue, voilà. C'est des pièces. Malheureusement, on n'a pas de pièces de rechange. Malheureusement, il n'y a pas. Mais on a montré quelques images, donc on sait qu'il y a une des manières, c'est les infiltrations. Ça, c'est pour le traitement. C'est pour le traitement. Il faut savoir que l'arthrose, c'est une pathologie dégénérative qui évolue avec l'âge. Il n'y a pas de traitement curatif à l'heure actuelle de l'arthrose. C'est-à-dire que quand elle commence, elle évolue progressivement. En général, si je prends une articulation du genou, l'articulation du genou, elle s'use à peu près en 20 ans. Entre le début et la fin. Mais c'est quelque chose qui évolue progressivement. De temps en temps, il y a des phases inflammatoires. C'est-à-dire le patient, il dort le soir, il se réveille le matin avec un genou enflé. C'est le processus inflammatoire de l'arthrose. C'est-à-dire que ça dure un certain temps, quelques jours, et après ça passe. Et ça, on traite. Donc quand on traite, quand je dis pathologie qui n'est pas curable, c'est-à-dire le traitement, c'est les médicaments qu'on donne, c'est pour soulager. C'est pour soulager surtout, hein, c'est pas pour guérir. C'est pour soulager la phase inflammatoire, d'accord. Après, il y a le deuxième volet, c'est les traitements locaux régionaux, c'est-à-dire les par infiltration. Voilà. Pareil, le but c'est de baisser l'inflammation et de soulager, d'accord. Et après, en dernier lieu, si vraiment rien ne marche et si le patient commence à perdre son autonomie, on passe à la chirurgie. La chirurgie est vraiment le dernier volet. C'est le dernier truc. Mais pour prévenir, alors les sportifs parlent de renforcement
Surtout, moi, je côtoie beaucoup les footballeurs, donc ils parlent de renforcement des genoux. Donc, quand, Une articulation, c'est quoi? C'est un mécanisme, il y a du cartilage, il y a des ménisques, il y a des ligaments, il y a une capsule autour, mais ça fonctionne comment? Ça fonctionne par des muscles. C'est les muscles qui tirent. C'est le muscle qui fléchit, c'est le qui étend. Donc s'il n'y a pas une bonne musculature autour, il y aura pas, comment ça s'appelle, l'articulation ne fonctionnera pas correctement. Donc la musculation est quand même... Haraka, baraka. Il faut qu'on bouge. Manger, bouger. Il faut bouger. Bouger surtout. Il faut bouger, il faut marcher, il faut bouger, il faut avoir une activité. Il faut pas dire, régulière. De façon régulière, oui. Chez la personne au-delà de 65 ans, on va dire, une marche sédentaire, c'est 2h30 par semaine. C'est-à-dire une demi-heure tous les 2 jours. Un jour sur 2. Mais il faut faire de la marche. Quand on fait de la marche, je marche. Je fais entraîner mon articulation. Ce n'est pas une petite balade, hein. C'est pas avec le non, c'est pas ça. C'est c'est vraiment de la marche rythmée. C'est une marche régulière, sur minimum 30 minutes. D'accord, pour commencer à dépenser tout ça. Mais je préfère quelque chose de peu, mais de façon régulière, allongé dans le temps, que je fais un gros effort. J'aurai mal et je ne vais pas le perpétuer. Est-ce qu'il y a un âge pour... je veux dire, il n'y a pas de limite pour faire du sport. Moi, j'ai vu des gens commencer à 70 ans à faire du sport et s'en tirer. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas... C'est pas parce qu'on a des douleurs, des fois, parce qu'à l'âge de 50, 60 ans, quelques douleurs apparaissent, c'est tout à fait normal. C'est, comme vous le disiez, l'utilisation... Bon, là, on parle des genoux parce que c'est le plus touché. Parce que c'est une articulation portante. Voilà, c'est elle qui supporte tout le poids. Mais, si vous voulez, pour essayer d'éviter tout cela ou d'atténuer les complications, donc le sport, c'est le meilleur moyen avec bien sûr un régime. Donc pratiquement, c'est comme toutes les autres maladies, il faut bien manger, mais surtout bouger, ne pas. Voilà. Il faut bouger. Maintenant, c'est le dogme, on se repose, tout ça, ça n'existe plus, ça. Il faut bouger. Les dernières recommandations, c'est on bouge. Il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas s'arrêter. On s'arrêtera pour toujours. Pour toujours. Il y a quelqu'un qui a dit, si on se réveille le matin, au-delà de 50 ans, si on se réveille le matin et on n'a pas de douleur, ça veut dire qu'on est mort. Ça, j'ai lu ça quelque part, c'est vrai. Donc ça veut dire que s'il y a la douleur, ça veut dire que c'est pas très grave. Il faut pas s'écouter. Voilà. Je bouge. Moi, je conseille toujours à mes patients, mes patientes, mais surtout mes patientes, parce que c'est une pathologie fréquente chez la femme, plus que chez l'homme. 66% à peu près, c'est pour les femmes. C'est de bouger dans le lit. Je me réveille, je commence à bouger mes jambes, je mobilise, j'entraîne mon articulation progressivement et après on se lève. D'accord. Et la prière, les 5 prières sont faites là pour... c'est de la mobilité. C'est vraiment quelque chose de... c'est du sport. C'est du sport. C'est du sport, oui. C'est les mouvements. C'est du sport. Et ça aide beaucoup à supporter, à mieux gérer cette inflammation. C'est quelque chose avec laquelle on vit. Mis à part les périodes où il y a une crise douloureuse inflammatoire, ça il faut le traiter. D'accord. Et surtout actuellement, que dans les médications, on a des anti-inflammatoires qui fonctionnent. En sachant que les anti-inflammatoires, il y a des précautions de prise par rapport à d'autres pathologies. Moi, je préfère la glace, des poches de glace, c'est beaucoup mieux. Ça atténue la douleur. Oui. Alors là, on a parlé bien sûr de l'arthrose qui touche les genoux, parce que c'est la plus fréquente. Mais il y a aussi une autre qui est très dérangeante et qui revient aussi, c'est l'arthrose cervicale. Cervicale, oui. On dit qu'au-delà de 50 ans, tout le monde a de l'arthrose cervicale, même si elle n'est pas symptomatique. D'accord. Même si elle ne se manifeste pas, ça veut dire que... Oui, qu'est-ce qu'on fait? On bouge, on mobilise, le traitement est toujours le même. Par contre, on fait attention, il faut éviter les gestes... par exemple, je veux soulever quelque chose, je me mets devant ce que je fais pour le tenir. J'évite les gestes. Regardez ce qu'on va faire. Ça fait partie de l'hygiène de vie. D'accord. C'est-à-dire il y a une façon de faire, il y a une façon de soulever, il y a une façon de travailler. D'accord. Et c'est ce qu'on appelle c'est de la prévention. C'est des choses qu'on fait avant d'avoir mal. C'est pour éviter. Pour éviter d'avoir mal. C'est de la prévention, d'accord. J'attends pas d'avoir mal. Le docteur m'a dit qu'il faut faire attention en se levant. C'est un peu trop tard. C'est vrai qu'il faut s'aider. Il y a de bonnes habitudes à prendre parmi... mais alors, pourquoi je dis l'arthrose cervicale? Surtout qu'on utilise les micros, la télévision, le portable, le smartphone qui devient... Là, on a même, c'est les premières tendinites qui apparaissent dans les coudes. Là, ça devient fréquent. Bon, on parlera après du canal carpien,
Mais je voulais dire, les tendinites qui apparaissent maintenant après, c'est la surutilisation du téléphone. Oui, c'est nos habitudes de vie qui changent. N'oubliez pas que l'arthrose, il y a un gros volet arthrose et travail. Il faut nous expliquer. Le travail, les manutentionnaires. Ouais. Il y a des formations pour leur apprendre comment faire, comment pour soulever, comment on fait les choses. Les gens qui travaillent, les travailleurs de bureau, qui travaillent devant un écran toute la journée. L'écran doit attendre une certaine position, une chaise qui doit monter et descendre pour pouvoir travailler en face, pas dans cette position. Ouais. Donc c'est pour ça que on a de l'arthrose. Comme elle survient de plus en plus tôt, la personne, le patient est toujours en vie active. Il a moins de 60 ans. Donc on est gêné donc il faut adapter les choses pour éviter d'être gêné. Et quand c'est gêné, ça retentit sur son travail. On est moins productif, on est moins performant. Quelqu'un qui travaille sur le terrain, je parle les pompiers, les policiers. Les caméramans. Qui sont là. Oui. Donc ça pose problème. Ça pose problème. Et c'est vrai que là, on donne des conseils, c'est surtout pour éviter cette maladie qui arrive. Alors, on a parlé... Pourquoi les cervicales? Parce que c'est vraiment douloureux. Et là, mais quand il y a la manifestation de l'inflammation, quand c'est douloureux, là, c'est un stade avancé. Mais que faut-il faire pour justement éviter cela? Parce on utilise un peu tout ce qui est au cou. Oui, je reviens à l'activité sportive. Encore? Oui, la musculation. Le sport encore et toujours? Toujours. Moi, je parle d'un sport fait de façon modérée. C'est de l'entretien. Je fais pas d'activité dans un but d'avoir une compétition. C'est pas. Non, on va pas jouer la Coupe du Monde. C'est pas la Coupe du Monde, voilà. Ni les Jeux Olympiques. Ni les Jeux Olympiques, mais on peut faire du sport. C'est vrai qu'il ne faut pas sous-estimer les petits gestes simples. Ouais. Comme par exemple bouger le cou dans les directions, essayer de faire quelques mouvements, ça peut être bénéfique, surtout si c'est régulier et surtout la charge naturelle sans poids. Voilà, je pense que. Mais les bras ils pèsent déjà. Oui. Donc on n'a pas besoin d'avoir un poids pour se soulever. D'accord. Alors, l'autre problème qui survient aussi à un âge, c'est le bassin. Le bassin, oui. Le bassin qui est un peu déformé, qui avec l'âge. Là aussi, c'est le poids. Non, c'est pas univoque. Il n'y a pas un facteur qui cause. D'accord, c'est une multiplicité de facteurs qui aboutissent à une usure. D'accord, au niveau du bassin, au niveau des hanches, il y a d'autres pathologies, il y a des nécroses, il y a certaines pathologies qui entraînent ça. D'accord, mais il n'y a pas quelque chose. Par exemple, il y a des gens qui sont en excès de poids et qui n'ont pas d'arthrose. Oui, bon. Il y a, par exemple, moi j'ai vu qu'à un moment à l'étranger, on voyait, il y a des pathologies dans certaines populations, on les voit qu'au niveau de la hanche. Alors ça peut être lié à l'environnement. C'est l'environnement, il y a de la génétique. Il y a des gens, si vous allez en Amérique latine par exemple, que des genoux. Que des genoux. Les hanches à 90 ans, ils ont des hanches nickel. Mais les genoux usés. Donc ça dépend de l'environnement, la façon de travailler, quand est-ce qu'on a commencé à travailler, les habitudes. Le comportement, les habitudes. Comme on est souvent, le mode actuel de vie, il est sédentaire, par excellence. On ne marche pas beaucoup, souvent assis. Les habitudes alimentaires ont changé, c'est pas celle de nos grands-parents. Malheureusement, c'est vrai que je crois que nos parents mangeaient un peu plus bio que nous. Et sainement. C'était plus sainement. Et bien, par contre, ils produisaient un effort. Ouais. Ils marchent. Oui, chose qui a peut-être disparaître. Nous, donc on recommande aux gens surtout de bouger tout le temps, de ne pas s'arrêter. Ne pas s'arrêter. Donc le repos. Et ne pas s'écouter. Ne pas s'écouter, être à l'écoute de son corps. C'est-à-dire quand je me repose, c'est pour me reposer. Ouais. Mais après, il faut avoir cette activité. Ça veut dire que même quand on se repose, c'est un repos actif. C'est quand on se repose, il faut aller se balader, il faut faire du sport. C'est ça, oui. Changer d'activité. Et puis ça aide le corps. Ouais, la majorité des gens, ils l'ont à l'âge de la retraite. Oui. D'accord. C'est-à-dire, je fais les choses, mais à mon rythme. Moi, je reçois des parents de personnes âgées qui ont des problèmes. On leur dit de rien faire. Je dis surtout pas ça. Surtout pas ça. Qu'ils fassent ce qu'ils peuvent à leur rythme. Même au petit rythme, il ne faut pas... Pas parce qu'une personne âgée, quand elle perd son activité, par exemple, je parle des arthroses de la main. Justement, j'allais dire... Si on perd la dextérité,
la dextérité des gestes. Comment faire? C'est-à-dire le fait de préparer quelque chose, ça c'est important, ça fait travailler les articulations. Je sais pas comment- Ça donne de la précision. Comment ça touche les doigts, enfin des doigts? Bon, j'ai compris que les poignets, c'est... Pas beaucoup. Bon, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même, il y a chez les femmes le canal carpien qui revient en général. Ça, c'est une autre maladie. C'est autre chose. C'est un syndrome compressif. C'est ce qu'on appelle les compressions canalaires. Ça, c'est autre chose. D'accord. Mais il n'y a pas beaucoup d'arthrose ici. Poignet, non, il n'y a pas. Pas beaucoup parce que ça bouge. Il y a plus au niveau des mains. Mais alors pourquoi les mains et les doigts, surtout les articulations des doigts, je ne sais pas, ça bouge tout le temps. Ça bouge tout le temps, mais il y a plusieurs articulations par doigt, par exemple. D'accord. Quand il y a une inflammation ici, donc les gens s'en raidit. La pathologie dégénérative de la main survient surtout sur pathologie secondaire. Il y a des maladies telles que la polyarthrite rhumatoïde, qui est une maladie auto-immune et qui entraîne des déformations des articulations. La polyarthrite rhumatoïde. Ça touche toutes les articulations. Tout le corps. Et c'est une maladie auto-immune, ça veut dire que c'est une réaction de l'immunité du corps. Et c'est dû à quoi? Encore le stress. Mais comme toutes les maladies auto-immunes, les origines sont un peu dispersées. On a qu'on s'appelle une éthiopathologie, on évoque des choses, mais on n'a pas un diagnostic précis. D'accord. Même le traitement qu'on fait, c'est des traitements, même actuellement, c'est des traitements qui permettent, plus le diagnostic est fait de façon précoce, plus on évite les déformations. Les thérapeutiques actuelles, qui vont des anti-inflammatoires jusqu'à ce qu'on appelle la thérapie cellulaire, ça permet d'épargner les déformations. Donc l'articulation vieillit bien. Alors, je vais poser une question comme ça. Ça n'a rien à voir avec la médecine, mais on dit que le curcuma est très bon pour les inflammations. C'est ce qu'on dit. Il est à la base de tous les compléments alimentaires qu'on voit dans le commerce. Voilà, parce qu'on nous le met à toutes les sauces, pour les articulations. Voilà. Est-ce que c'est vrai? Je sais que l'excès de toute chose est mauvaise. L'excès est mauvais. Je suis d'accord avec vous. Donc il ne faut pas trop abuser, même si... C'est pas, parce qu'on a l'impression que c'est un remède miracle. La curcumine. Le principe actif, c'est la curcumine qui est dans le curcuma. Mais, ça s'appelle des compléments alimentaires, ce n'est pas des médicaments. Oui, bon. Donc, c'est des études. Mais moi, ce que je peux dire, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de preuve scientifique formelle pour dire que ça fait. D'accord. Nous, on prescrit, surtout en début de l'arthrose. Et on le prescrit. Moi, je le prescris sur 3 mois. Et je demande au patient de me donner son retour. Je lui dis, ça ne va pas donner un effet tout de suite, on va voir à 3 mois, sur une prise régulière et voir. Il y a des gens, des patients qui disent, docteur, je suis très bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comme il a un effet rémanent, c'est-à-dire qu'on peut l'arrêter un certain temps et on peut le reprendre. Donc, on le fait 3 mois, on fait Mais il y a des patients qui disent, docteur, aucun effet. Donc, je préfère enlever. Ça veut dire que c'est au cas par cas. Au cas par cas. Quand c'est un sujet âgé, ce n'est pas la peine. C'est pas la peine. Chez le jeune qui a une arthrose, on est coincé. Il est jeune, il doit bouger, il travaille, on lui donne des médicaments, ça ne le soulage pas. Quoi lui faire? Proposer une chirurgie chez le jeune, on essaie d'éviter au maximum. Oui, c'est vrai que la chirurgie... Parce que la chirurgie sur de l'arthrose, c'est une chirurgie qui entraîne quelqu'un de sédentaire. Ça lui permet de bouger, d'accord? Mais il ne peut pas faire ce que fait un jeune. Donc on essaie d'éviter. Quand on n'a pas le choix, on le fait. C'est toujours le dernier recours. Ça, c'est le chirurgien qui parle. Mais c'est toujours. Oui, c'est vraiment le dernier. C'est le dernier recours. Voilà, c'est-à-dire, nous, on a une spécialité qui est à cheval avec les rhumatologues. Oui, vous êtes très proches. Normalement, c'est eux qui nous orientent leurs patients. C'est eux qui gèrent tout ce qui est preuve médicale. Et quand le rhumatologue a terminé avec le patient, il n'arrive plus à le gérer. C'est une indication chirurgicale. Le malade vient nous voir pour essayer de proposer quelque chose qui lui permet de bouger, de se déplacer, de se mouvoir. C'est surtout pour éviter la sédentarité, donc il faut bouger, tant qu'on peut bouger. C'est obligatoire. C'est le premier conseil qu'on en donne aux téléspectateurs, surtout pour éviter ce qu'on appelle les inflammations. Et les inflammations, on en a toujours, il faut dire. Il ne faut pas en avoir peur. Je veux dire, il ne faut pas s'alerter, il ne faut pas s'alarmer. Pas du tout. C'est quelque chose, on vit avec. Parce que si on y pense tout le temps, si on ne fait pas, ça entraîne des problèmes psychologiques.
Bah oui, vous savez, déjà on nous demande de ne pas manger à notre faim, de ne pas manger ce qu'on veut, d'essayer d'éliminer tout ça. Ça crée un problème psychologique. On se sent un peu diminué, on se sent qu'on ne vit pas comme les autres. Oui, mais quand on est jeune, on fait ce qu'on veut, parce qu'on est jeune. Mais après, il faut se restreindre un petit peu. Il faut être raisonnable. Il faut être raisonnable. Moi, ce que je dis, manger à des heures fixes. C'est important. C'est important. Espacer les repas. Et entre les repas, on ne mange pas. On ne grignote pas. On essaie d'éviter. Moi, je parle en Quand général. on a un petit creux, Mais en général, quand on mange bien. on n'a pas de petit creux. Il n'y a pas de petit creux. Ouais, ce n'est pas le cas de Hamza. Il a toujours un petit creux. Il faudrait qu'il fasse attention. Alors, pour terminer, juste les derniers conseils, docteur, qu'on donne à ceux qui nous écoutent. Moi, je rappelle que l'arthrose mécanique dégénérative, c'est la conclusion d'une vie. D'une vie. Sur le plan locomoteur. Donc, plus quand on a une activité sportive de façon régulière, c'est-à-dire manger, bouger, manger sainement, ça nous évite d'arriver à des stades très importants. Et quand on a de l'arthrose, ce n'est pas une fatalité, il faut bouger. Malgré le traitement, il faut suivre, d'accord? Mais il faut savoir que c'est quelque chose avec laquelle on vit bien. Et même quand on passe à la chirurgie, ça permet de vivre bien et de terminer sa vie correctement. Voilà, c'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité. Alhamdoulilah. Vous nous rassurez, docteur. Merci beaucoup, docteur Karim Sellouti. Je rappelle que vous êtes orthopédiste, que vous nous avez un peu éclairé sur toutes ces rougeurs que nous on a un peu sur les genoux et les douleurs. Mais le premier, le dernier conseil, mangez peu et bougez beaucoup. Voilà, c'est le dernier conseil. Moi, je vais vous offrir une belle chanson que j'aime bien. Merci. Elle nous vient de Sétif. Et c'est pour aussi accueillir le prochain invité qui nous vient de Sétif, qui va nous parler de son livre qui raconte un peu les péripéties de cette ville des hauts plateaux. Et incontournablement, Ammar et Ammar de Bekekshir Khir, comme ça, pour être un peu d'ambiance. Allez, à tout de suite.
que c'est un genre bien particulier Bien qui a prononcé. toujours... Oui, c'est vrai que durant les années 70, bien avant l'avènement du rail, avant de prendre de l'ampleur, les fêtes se faisaient, bien sûr, à Constantine, c'était le Malouf, à Alger, c'était le Chabi, mais à Sétif et dans toute la région, on avait le chant sétifien avec cette belle ambiance qui prévalait. Et bon, c'est toujours d'actualité, il y a toujours des chanteurs. Mais bon, on ne va pas parler de chant. On va parler de littérature. Et là, j'ai le plaisir de recevoir Tawfiq Hadna. Marhaba bik d'abord. Pic. Merci beaucoup. Merci d'avoir fait le déplacement de Sétif. Ben, merci à vous de m'avoir invité. Hein. Ah bon, vous êtes invité par ce livre. D'abord parce que moi, j'aime bien les romans. Je ne l'ai pas lu, hein. Je vais pas faire. Je viens de recevoir, mais je vais le lire. Parce que, Inch'Allah, je vais prendre un peu de temps et le lire. Alors, c'est vrai que raconter sa ville par des romans, de la fiction, des histoires. Pourquoi avoir choisi bon, je sais que vous êtes architecte, c'est pas vraiment votre domaine, la littérature. C'est une passion. C'est une passion depuis que j'étais jeune. J'étais excellent à l'école, hein, donc on me connaît un peu. Excellent dans l'écriture. Non, c'était à l'école, j'étais excellent, donc je recevais des livres chaque fin d'année. Donc j'ai des prix d'excellence, ce qui fait qu'on me donne un tas de livres, il fallait les lire. Et puis c'est devenu une passion avec le temps, et cette passion, elle s'est transformée en une obsession qui m'a conduit aujourd'hui. Je suis architecte urbaniste, hein, je suis pas. Oui, je sais et que qui vous m'a êtes architecte. conduit aujourd'hui vers la fin peut-être de ma carrière un peu urbanistique, vers l'édition. Donc je découvre l'édition, et en découvrant l'édition, je découvre une autre manière de lire. Donc je suis un peu plus exigeant quant aux manuscrits que je reçois et tout ça. Ça a changé ma façon de lire. Et puis je me suis dit, allez, on y va, j'écris mon roman, on m'a poussé à l'écrire. Je l'écris, donc, et puis aujourd'hui, je me retrouve avec un livre et un deuxième que je suis en train d'écrire aujourd'hui. Alors le premier porte quand même, il fait un peu référence à Shakespeare, parce que, pourquoi Shakespeare? Bon, vous allez me dire. Ben, c'est surtout Les Amants du pont de Beaumarchais. Donc c'est une histoire d'amour. Bon, comme toute histoire d'amour, moi j'ai dit, parce que les plus célèbres, c'est les Roméo et Juliette, les Amants de Véran de Shakespeare. Voilà, je reprends un petit peu, je reprends l'histoire de Dhalma, l'amour fou. Et puis je fais une comparaison avec l'amour d'un fou, Lazark Melloul. Et oui, j'allais dire. Je l'ai écrit. Et oui. J'ai fait cette histoire et je fais un petit peu une comparaison parce que moi, Lazark Melloul, c'est un amour d'un fou. C'est quelqu'un surtout qu'il est de la région. Rasé tout un champ. Il est de la région. C'est juste à côté. Ah oui, c'est à Sétif. Ce livre, il reprend pratiquement toutes les traditions. C'est un livre qu'on ne peut pas classer. C'est ce qu'on m'a dit en France, parce qu'il a pris une ampleur. Mais c'est vrai qu'il a un peu voyagé. Oui, bon, je vais montrer quand même. Voilà, il est signé Belson. Bon, c'est un pseudonyme. Tawfiq, il dit qu'il est le fils de son père. Belson en anglais, c'est Son of Bell. Donc Bell, c'est mon père. Donc j'ai voulu un petit peu lui faire un hommage. D'ailleurs, le personnage principal, c'est le Jimmy, et puis la personne secondaire, c'est son père, hein, Bell. Donc, Jimmy qui vit en Écosse, c'est ma vie. Hein. Alors, Jimmy alias Jimmy, j'aime bien J'utilise énormément les alias parce que je joue un petit peu sur les pseudos, sur les surnoms, qu'on a utilisé pendant la guerre d'Algérie, parce qu'il parle énormément de la guerre d'Algérie. Voilà, 8 mai 45, une chose que les Français, je l'ai glissé un petit peu dans le roman, parce que quand on fait un récit historique, on a du mal à le faire passer. Le 8 mai 45 a du mal à passer, surtout en France. Alors, l'écrire sous forme romanesque, ça passe, mais d'une manière, c'est ce qu'on me dit souvent, on me dit qu'on ne savait pas que cette histoire a existé. Et moi, j'ai pris pratiquement 3 ou 4 exemples qui se sont déroulés pendant le 8 mai 45, qui ont laissé des enfants orphelins, mais avec des traces. Ces enfants qui sont devenus plus tard les enfants de la Révolution algérienne. Je l'ai décrit d'une manière très particulière. Oui, là, alors, parler d'un fait, d'un massacre d'une manière romanesque,
Il fallait trouver d'abord l'astuce, et puis, et c'est vrai, faire connaître les massacres à travers une histoire, oui, c'est l'idée judicieuse, surtout que, quand vous parlez d'orphelins, à Sétif, il y a eu des... Énormément. Énormément. On a, vous savez, un enfant qui a 5 ans, qui perd son innocence en perdant son père ou en perdant un membre de sa famille, ça laisse des traces. Automatiquement, on en fait... Vous savez, je fais un clin d'œil aussi à ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, c'est la même chose. Oui. Il ne faut pas s'attendre à ce que ces enfants vont vous laisser faire votre guerre tranquillement. Viendra le jour où ils vont reprendre le flambeau et ça ne s'arrêtera jamais. C'est ce qui s'est passé en Algérie. Le 8 mai 1945 a été catastrophique. Et cette catastrophe était un petit peu... C'est l'antichambre de novembre 54. Voilà, parce que ça elle a s'est signé. préparé. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu René Vauthier, qui était un ami, avec qui j'avais des affinités en France. Il a signé un film qui s'appelle Le sang de mai ensemencé novembre. Donc, et ce sont ces enfants-là qui sont montés au maquis à l'âge de 10-12 ans. Oui. Parce qu'ils ont vu. Ils ont vu. Ah oui. Ils ont vécu les massacres du 8 mai 1945 et René Vauthier est un grand cinéaste qui a beaucoup travaillé pour la révolution algérienne. On lui doit beaucoup d'images de la révolution, d'où parmi les premières images, c'était le pont, le train de Boukhadra à Tébessa qu'il a filmé et c'était l'une des opérations des Moujahidines. Je crois que c'est donné naissance. Lui, il parlait aussi de Chandarli, Allah yarhamoum. C'est quelqu'un qui... C'est les deux premiers qui ont fait le cinéma de la Révolution. Bon, là, c'est petit, mais... Alors, Beaumarchais, c'est un des quartiers... C'est mon quartier. Quartier de Beaumarchais, c'est quartier... C'est un quartier mythique, d'ailleurs. Enfin, je dis toujours... Et vous ne l'écrivez pas comme l'écrivent les Français. Non, parce que c'est un conseil. J'ai cherché énormément pour trouver un petit peu la bonne formule. Parce qu'on me dit c'est beau marché. Oui, c'est beau marché. Non, normalement, ce sont des terres qui ont été vendues à bon marché. Donc, d'accord. Le mot, il vient de bon marché. Donc, on a un petit peu associé à beau marché l'écrivain, à beau marché. Oui, finalement, c'est bon, avec à un bon copain, marché. on a cherché, on s'est dit non, beau marché. Donc, on a écrit différemment avec un O et avec un I. C'est un quartier qui est mythique à Sétif et il est... un petit peu le symbole de ce qui a été pendant l'époque française où on séparait Beaumarchais arabe de Beaumarchais Francis. D'ailleurs, il y a toute une histoire que j'ai racontée autour de Beaumarchais Francis. Beaumarchais Francis, donc il y a le frère de Djemaï qui s'appelle Francis, qui s'est fait appeler Francis, donc il s'est dit je suis le roi de ce quartier. On lui a fait savoir que c'est et c'est devenu un petit peu... Parce qu'il n'y a pas que l'histoire, il y a aussi la vie de Djemaï. La vie de Djemaï qui a été C'est la vie de tous les Algériens. Oui, bien sûr. À l'époque, ce livre, c'est algérien. Oui. Il parle aussi des femmes, les femmes haraïr, les femmes libres. Mais oui. Vous savez, de Sétif, Sarah, qui représente l'Amariyat. Oui. Je parle de Benoît Charpesdaf, de l'Umlaya, je parle de l'Berboucha. Ça, c'est les traditions de l'identité algérienne. Ah oui. Le mlahfa, le l'ghna, c'est un tout qui est tout autour de la personnalité de l'Algérien, mais de l'identité algérienne à Sétif. On a même les blagues algériennes. Vous savez qu'ils font rire. J'en ai mis plein. L'humour algérien, il est spécial. D'ailleurs, les Français me disent, mais c'est intéressant. C'est-à-dire, on a découvert. Ça, c'est un livre qui regroupe un petit peu non seulement les traditions, mais aussi la vie. La vie telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'elle se présente et puis qu'on présente aux Français aujourd'hui. Donc j'ai fait un peu un amas de traditions, d'humour, de romans, entre le romanesque, entre les historiettes, les histoires, mais aussi le but c'était de raconter des histoires de nos combattants qui sont morts pour l'Algérie. J'évoque ce que j'appelle la petite histoire, parce qu'on a ce qu'on appelle la grande histoire qu'on connaît tous autour de personnalités algériennes connues, mais on a aussi les petites histoires qu'on retrouve dans chaque quartier
des villes algériennes. L'histoire de Hassan Boy, qui m'a été racontée, qui est mort en martyr, hein, qui a été crucifié sur une charrette, et puis Yamna qui a fait un you-you pour... et puis qu'on l'a tabassé, les soldats français l'ont massacré parce qu'elle a fait ce you-you, vous savez, en hommage aux martyrs. C'est vrai qu'il y avait squelette. Ce comportement des femmes qui lançaient des you-you quand il y avait un martyr qui tombait. C'était une manière de le saluer et de saluer l'âme de ce combattant. De ce combattant, oui. Ouais. Et puis il y a l'histoire de Jemei qui arrive de l'Écosse. D'ailleurs, je l'ai décrit, il arrive et il trouve un manteau de neige blanc et lui, il porte un manteau pourpre, rouge. Imaginez le rouge comme une tache de sang qui circule à cette type, qui est vide et qui va voir son père, Belle, qui est un espion. Et sa mère aussi, une espionne. Donc je rends hommage aussi à ces soldats de l'ombre. Ouais. Et puis Biel qui a cette histoire, qui raconte cette histoire à l'hôpital. Il est mourant. Et il raconte cette histoire et on a tout l'hôpital qui vient l'écouter parce que c'est passionnant. Et il a cette qualité oratrice. Je rends hommage aussi aux conteurs algériens quand ils prennent la parole. Il Gouela, voilà. Et une façon, une déclamation. Il magnifie la parole, il magnifie. Et Belle, il est là. Et puis Jemei, qui veut retrouver sa propre histoire. Jemei a été arraché à l'âge de 5 ans, parce qu'on a peur de le tuer. Mais en fin de compte, il a perdu sa mère, 10 ans. Et c'est Aldric, attention, cette histoire, elle part en Bolivie, hein, avec Che Guevara. Et puis... Je crois que c'est... Je vous assure, c'est tout. Non, mais le roman fait un peu le tour de l'histoire des Algériens à travers du 8 mai 45 jusqu'aux années 70 avec des rocambolesques. Mais moi, l'identité. Oui, c'est vrai que c'est l'identité. Alors comment vous avez puisé surtout les moments du 8 mai, parce que ça c'est un douloureux événement, oui, à Sétif, puisque nous rappelons que le 8 mai est devenu la journée de la mémoire, journée nationale de la mémoire, donc réécrire l'histoire d'une autre manière. Bon, vous n'êtes pas historien, on en parlait hier, c'est vrai, c'est pas votre ambition aussi. C'est ce que je dis toujours, Moi, mon idée, c'était, parce que je suis aussi un militant du 8 mai 45 depuis longtemps en France. On a réussi quand même avec un groupe qui est formidable, hein, Olivier Lecourt Grand Maison, plus une association des Orangers qui fait un travail formidable. On a réussi à convaincre 6 maires pour reconnaître le 8 mai 45. On est en train de faire un travail de fond. Malheureusement, ils ne sont pas connus ici, ces choses-là. Bon, et puis des manifestations, mais il viendra le jour où on va les reconnaître. Et le 8 mai 45, pour nous, c'est d'abord une reconnaissance. Et on insiste, et c'est pour ça qu'il faut matraquer à chaque fois, il ne faut jamais oublier. On n'oublie jamais. Non, le 8 mai 45, c'est... Non. C'est pour ça que je l'ai mis dans ce roman, parce que mon idée, c'est de glisser indirectement. On a un roman qui parle de l'amnésie de Jemei, qui parle de l'espionnage, du 007, un petit peu de Belle. Oui, et on a un peu de l'extravagance du roman. Mais l'idée, c'était de glisser ce qui c'est que notre histoire héroïque, parce qu'attention, ce qui s'est passé, c'est un génocide au sens propre du mot. Et il faut qu'on arrive à cette reconnaissance. Et encore, on est très loin du chiffre exact, parce qu'on parle de 45 000, mais je crois que le chiffre est beaucoup plus grand. Et surtout que il faudrait d'abord qu'il y ait la reconnaissance de ce massacre par ceux qui l'ont commis. Puis ensuite, on demande des excuses. C'est la moindre des choses, pas de réparation matérielle, mais au moins... Non, une reconnaissance, et après on verra. Alors, viendra. Alors, pour sortir un peu, ça vous a encouragé à écrire un autre? Oui, un deuxième. À préparer? Parce que sous le conseil d'une mentor, d'une écrivaine, Nadia Alcaraz, que je salue ici, qui m'a dit, Toufik, parce que j'étais un petit peu habité par le personnage de Jemei. Bah oui, on sent quand même. Je marchais tout seul, et je parlais comme Kout Mskoun. C'était un récit autobiographique un peu, parce que quand on raconte ce qu'on a vu quand on est jeune, c'est un peu une... Et Nadia, elle m'a conseillé de basculer vers un autre roman. Et tout de suite, je me suis mis à écrire un roman qui a un lien avec l'histoire de Sétif, qui va du Néandertal à la période romaine. On a peu d'informations sur l'histoire romaine, l'histoire numidienne. On connaît peu nos rois numidiens, à part Massinissa, Jugurtha, et encore Juba II,
Qui connaît Ptolémée? Le dernier roi numide et le dernier pharaon. Parce que c'est le fils, c'est le petit-fils de Cléopâtre. Et on oublie toute cette histoire et on se lance un petit peu dans une recherche identitaire qui nous est lointaine. Je ne dis pas qu'il n'est pas nécessaire, mais elle est loin. Mais on a peu d'informations sur ces informations. Donc moi j'ai situé un petit peu mes héroïnes, surtout pendant la période romaine, à la période des Sévériens. On connaît peu des Sévériens. Septime Sévère, Caracalla, qui sont des monstres. Hein. Et puis est venu avant eux, attention, avant eux, il y avait les Numides. Comment Avant eux, il y avait les Numides d'abord. Avant les Romains. Ils y étaient toujours. Oui. Et c'est le peuple algérien, jusqu'au jour d'aujourd'hui, dans le subconscient algérien, nous avons encore des mots qui restent. Hein. Je vous donne un exemple très simple. Din Zah, ou Zahi. Les Sétifiens, ils le disent. Je ne sais pas si... Si, on le dit même. Ouais. Din Zah, ça vient d'où? Donc c'est Dinu Zuhal, la religion de Zuhal, la religion de Saturne. D'accord. Et quand j'ai fait mes recherches, je me suis rendu compte que cette région a été très imprégnée par le culte de Saturnin. Et vous savez, on le dit hein, aujourd'hui, on a des pratiques aujourd'hui qui sont romaines, qui sont restées. Donc nous avons été romanisés avant d'être arabisés plus tard, les Benu Hillel. Qu'est-ce qu'on connaît du Benu Hillel? Par exemple, dans la région des Sétifs, nous avons les Benu Riyah. On n'évoque jamais cette tribu. Pourtant, elle était essentielle. C'est elle qui a fait, d'après les récits de Muqaddimat d'Ibn Khaldoun, donc il parle du Benu Riyah et de cette bataille. On l'appelle la bataille des femmes. Pourquoi? Parce que les Benu Riyah, ils ont tenu tête à Abd el-Moumen, qui est venu, les Mouahidine, qui est venu de Marrakech pour... c'est un récit qui fait aujourd'hui 600 pages et je suis en train de le structurer. J'allais dire, si Beaumarchais a pris un livre aussi volumineux, 386. Si vous remontez jusqu'à l'ère numide et vous venez, ça va vous... ça fait aujourd'hui, je suis à 670 pages. Parce que je suis arrivé à la période aussi de Ain Fouara. Comment elle a été sculptée. Et on a peu d'informations sur Ain Fouara. Ouais. On sait qu'on l'a ramené à Skilda et tout ça, mais on ne connaît pas le sculpteur, c'est Vidal. Et à côté, il y a même des traces d'un théâtre romain qui est juste à côté. Le cirque enseveli, le cirque romain de Sétif. Qui est... Les portes qui ont disparu, les anciennes portes, comme Bab Beskara, Bab Qsentena. Donc, c'est tout ça à raconter. Dans l'histoire, c'est un roman. Hein. C'est un roman, et c'est un roman qui est... c'est de la fiction. Donc, j'ai placé des personnages... Cette fois-ci, j'ai basculé vers les personnes féminines. Hein. Donc, je suis dans le féminin. Donc, il y a Zénobie romaine, Zenouba la Hilalienne, la Benu Riyah, et puis Zunaïda la française. Donc c'est à chaque fois est raconté Sétif. C'est une histoire Sétif racontée autrement. Et c'est ça que j'ai dans ce roman d'ailleurs. Beaumarchais raconté autrement, le pont de Beaumarchais. Ce pont qui n'a pas explosé, qu'on a failli exploser, et qui a fait dérailler un train. Et c'est là où... Rachid Kaza, M. Zekar, il est venu voir Bell, il dit mais on ne savait pas qu'un baiser allait faire dérailler un train. Et le déraillement du train, c'était par rapport, quand on était petit, on faisait, on mettait du métal sous les roues du train, et c'est comme ça qu'il a déraillé. Donc c'est une histoire un peu, il y a de l'humour, il y a de l'humour, du drame, il y a un peu de tout, de l'histoire, des recettes de cuisine. C'est un Alors quand un vous genre dites recettes de biblique, cuisine, là aussi je tombe. Dès que j'ouvre, je tombe aussi absolument pas. C'était une berboucha. Berboucha, c'est pour ceux qui ne savent pas, c'est le couscous à Sétif. Couscous à la Bribcha à la sétifienne, le Saïdi. Et le Djebel qui arrive de l'Écosse et Sarah qui lui fait un couscous, il commence à saliver. Je raconte mais vraiment, quand on arrive, Je quand sens on a même envie que vous salivez en je vous assure, racontant. c'est des fleuves, des torrents. Non, c'est vrai, en tout cas. Bon, je ne l'ai pas Ça donne encore envie, lu, hein. je vais être honnête, je ne l'ai pas encore lu, mais j'espère que vous allez me laisser le Bien livre. sûr. Le livre. Je voulais ramener pour vous. Merci, c'est gentil, Tofek. Et puis, bon, vous souhaite bon courage pour votre prochain livre. Là, il est en préparation. Normalement, 2026, il sera prêt. Inch'Allah, Et puis, Barbi, Inch'Allah, celui-là, il va apparaître peut-être ici à Sétif, donc je cherche une maison d'édition pour essayer bon, ça de va être travailler. facile d'en trouver.
Voilà. Inch'Allah, ça va Donc, être facile. Inch'Allah, Et puis, donc il sera disponible pour le 2020. SILA Inch'Allah. du mois de novembre, je crois. Voilà. voilà, c'est à peu près l'époque du Salon international du livre. J'espère. Mais c'est bien de raconter ces livres. Pourquoi pas aussi raconter le football, ça serait bien. Ou on le laisse à Khalil, je crois qu'il est plus versé dans le Je le laisse football. pour les gens du foot. Vous savez, on a tellement parlé du foot et puis on est tellement malade du foot aujourd'hui. oui, je me dis, c'est mais à un le certain sport roi, moment, c'est vrai. il faut Non, sortir. mais je plaisante, hein, c'était Moi, juste je suis pour, pas. c'était suis pour pas très saluer footeux, Khalil hein. qui est un féru de football. J'aime lui. bien le bon foot, mais je ne suis pas très footeux. Hein. Des fois, il me raconte sur l'entente, je dis, mais je ne suis pas au courant. C'est rare, un sétifien qui ne s'intéresse pas beaucoup à l'entendre. Je vous assure. Vous savez, quand il y avait les matchs d'Algérie, tout le monde était, Eh oui, mais vous êtes- était de moi, j'étais dehors, je suis sûr qu'il est. Puis, voilà. Alors je rappelle, voilà, Belson, mais... Belson, c'est un hommage à mon père, Voilà. Belgassem, Allah yarhamou. Belgassem Mon père, Hedna. Belgassem Hedna qui est Hedna. une grande famille à Sétif, Ouais. connue. Puis un hommage à ma famille, à mes ancêtres, à Si Mohamed. Quand j'étais petit, je le voyais qui était en train d'écrire des calligraphies, c'était merveilleux. C'est dommage qu'on n'a rien récupéré. À Jeddah Hadda, Allah yarhamha. Hadda, qui est oui, celle- un beau celle qui a prénom raconté- sétifien, Hadda. Qui nous qui est vraiment- racontait, mais vraiment sur le roula, tout ça, c'est tout un. Ça, ce sont tout un- aussi de belles histoires. Hein. Raconter ce que racontait Hadda, Ouais. ça serait bien. Voilà. Ah oui, c'est dans le livre. Hein. Si Moi vous aussi, le lisez, ma- vous allez alors, trouver je vais pas vous mal de étonner. choses. Je vais vous étonner. Je suis pas sétifien, mais mon père s'appelle Amri et ma grand-mère s'appelle Hadda. Mais c'est Amri des de hommes. Amr. Mais j'ai pas aucune origine sétifienne. L'Amri de Amr. Vous savez. Tawfiq, Hadna, merci Ça a d'avoir été un plaisir. voilà, Merci le à plaisir vous. partagé. Merci pour le livre. Merci. Puis avant de nous quitter, peut-être un petit au revoir. Bien sûr. Je souhaite surtout un appel à la jeune génération. N'hésitez pas. Écrivez. Lisez. Ouais. Parce que ça, vous savez, écrire, c'est une vie. Et c'est une vie qui... enfin, vous savez, quand je lis des livres, moi je lis la vie d'une personne. Et cette vie, vous savez, quand elle est racontée dans un livre, elle reste. Elle est perpétuée. Et puis, j'espère que ce livre restera pour les générations futures, parce qu'ils trouveront des traces de leur tradition, des traces de leur histoire, de la petite histoire de Boumarchi, de Sétif, de l'Algérie, Berboucha. Belle et rebelle, de la Berboucha, un peu de tout. Écrivez. C'est le conseil que je vous donne. Il faudrait trouver le temps. Très beau conseil parce que les paroles s'en vont, mais les écrits restent et on restera C'est ce qu'on dit. sur ça. Tawfiq Hadna, merci d'avoir fait le déplacement de Merci à vous, Sétif merci pour nous beaucoup. présenter ce matin votre livre, mais aussi nous annoncer l'édition d'un deuxième. Ça va être pour la Inch'Allah. nouvelle année. On arrive au terme de ce Bonjour d'Algérie à partir de Constantine. Très heureux de vous avoir agrémenté ce matin en vous souhaitant, j'espère que vous avez passé un agréable moment avec votre petit déjeuner, votre café en notre compagnie. Nous, on va se quitter, mais je ne vais pas terminer sans remercier toute l'équipe qui m'aura accompagné ce matin, le réalisateur Nabil Yagoubi et toute l'équipe de la station régionale de Constantine qui vous salue, qui vous souhaite un bon week-end et qui espère vous retrouver mardi prochain, Inch'Allah. Merci.